Le soir où je me suis agenouillé pour la demander en mariage, elle m'a craché dessus devant toute ma famille. Elle a cru qu'elle pouvait m'humilier sans aucune conséquence, mais je l'ai quittée sur le champ. Maintenant, elle me supplie de la reprendre et elle découvre que la véritable humiliation ne faisait que commencer pour elle. J'ai 29 ans et j'étais avec Capucine, 28 ans, depuis 3 ans. Je l'ai rencontrée à l'anniversaire d'un ami commun quand j'en avais 26. Elle portait une robe d'été et, pour être tout à fait honnête, elle m'a semblé la femme la plus séduisante de la soirée. Nous avons discuté pendant des heures, ri de bêtises et de choses sans importance, et à la fin de la soirée, elle m'a donné son numéro. Nous avons ensuite commencé à nous fréquenter. 6 mois plus tard, Capucine a emménagé dans mon appartement. Elle a prétexté que son bail était terminé, que c'était la chose la plus logique à faire et une bonne décision financière, bien qu'en réalité, cela ne fonctionnait financièrement que pour elle. Je couvrais le loyer, les charges, la nourriture et pratiquement toutes les dépenses du foyer. Elle travaillait à mi-temps dans une boutique du centre-ville, gagnant peut-être une douzaine d'euros de l'heure, mais pour une raison mystérieuse, son salaire disparaissait entièrement en vêtements, manucure, coiffeur et déjeuner entre amis. Chaque sortie que nous faisions, c'est moi qui la payais. J'ai aussi commencé à payer son assurance auto parce qu'elle était à court d'argent ce mois-là. Puis ce fut le mois suivant, et c'est finalement devenu une de mes responsabilités supplémentaires. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, elle se mettait sur la défensive. Elle m'accusait d'être contrôlant, de tenir les comptes, affirmant que si je l'aimais vraiment, je ne remettrais rien en question. Elle soutenait que son emploi était mal payé et que je gagnais plus, donc elle ne voyait pas où était le problème. Moi, comme un idiot amoureux, je me disais que les choses finiraient par s'équilibrer, que lorsqu'elle trouverait un meilleur travail ou quand nous nous marierions, tout changerait. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la veille de Noël. J'avais planifié ma demande en mariage depuis 2 mois. J'ai trouvé un joaillier recommandé par un collègue. J'ai choisi une bague avec une bonne clarté, une belle taille et d'excellente qualité. Ce n'était pas la plus tapa accent grave-l'œil de la boutique, mais une bague qui représentait vraiment ce que je ressentais pour elle. Elle m'a coûté 2 mois de salaire, 7 500 €, après impôts et l'absurde garantie que j'ai souscrite. Un argent que j'aurais très bien pu consacrer à une nouvelle voiture, à un apport pour un appartement ou à toute autre chose plus sensée, mais je voulais qu'elle se sente spéciale. Je voulais un moment parfait. Ma famille avait organisé le dîner de Noël à la maison. Maman avait préparé sa fameuse côte de bœuf. Papa racontait les mêmes vieilles histoires auxquelles nous faisions tous semblant de rire pour la 20e fois. Et ma sœur Lise jouait avec ses enfants près du sapin. Toute la maison sentait le pain, la cannelle et Noël. C'était le moment idéal. J'ai attendu la fin du dîner, quand tout le monde était réuni dans le salon. Mes mains tremblaient en sortant l'écrin de la bague. J'avais répété 100 fois ce que je voulais dire. Je me suis agenouillé devant Capucine et j'ai murmuré, « Capucine, je t'aime. Je veux passer ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Un silence absolu s'est installé. Ma famille souriait, les téléphones prêts à filmer, maman la main sur le cœur, papa fier, Lise émue aux larmes. Et Capucine. Capucine a regardé la bague, puis m'a regardé, et son visage a pris une expression que je n'avais jamais vue. C'était un mélange de dégoût et de colère, comme si je venais d'insulter toute sa famille. « Tu es sérieux ?» a-t-elle dit avec une incrédulité sincère. Je n'ai pas su quoi répondre. Cette bague est une blague. J'ai essayé de m'expliquer, mais mon cerveau s'est éteint. Elle est petite, a-t-elle lâché comme si elle prononçait une grave offense. Tu t'attends à ce que je porte ça? Mon amie brune a reçu une bague bien plus grosse l'année dernière. Et toi, tu me donnes ça. L'air est devenu lourd. Personne ne parlait, mais tout le monde écoutait. Maman avait l'air horrifiée. Papa ne souriait plus et Lise avait la bouche grande ouverte. J'ai voulu dire quelque chose, n'importe quoi. Mais avant que je puisse bouger, Capucine s'est penchée vers moi et m'a craché au visage. Voilà ce que je pense de ta bague bon marché et pathétique, a-t-elle craché avec un mépris absolu. Un silence de mort a rempli la pièce. Maman a eu un hoquet de surprise. J'ai même entendu les enfants arrêter de jouer. J'étais toujours là, à genoux, la bague à la main, la salive coulant sur ma joue. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est tout simplement brisé. 3 ans à tout payer, 3 ans à être accusé d'être contrôlant pour avoir demandé un respect élémentaire,
3 ans à soutenir la relation pendant qu'elle dépensait son salaire en futilité. 3 ans et maintenant ça, devant mes parents, ma sœur, mes neveux. Il ne me restait plus une once de dignité à perdre. Je me suis essuyé le visage avec ma manche et j'ai dit, avec un calme qui m'a surpris moi-même, c'est fini. Le visage de Capucine a perdu toute couleur. Quoi? C'est fini. Prends tes affaires et dégage de mon appartement. Tu ne peux pas rompre avec moi. Je viens de le faire. Elle a cherché du soutien du regard, mais personne n'a bougé. Maman la regardait avec mépris. Papa semblait prêt à la mettre dehors et Lise secouait simplement la tête. C'est alors que son indignation s'est transformée en fureur. Parfait. Tu veux la vérité? Je suis toujours amoureuse de Bastien, mon ex. Lui, il sait comment traiter une femme. Il ne tient pas les comptes comme toi. Il ne me fait pas sentir comme une femme bon marché. Ça fait des mois que je le vois et tu sais quoi, je vais le rejoindre maintenant. Il m'aurait acheté la bague que je mérite vraiment. La pièce est retombée dans un silence terrifiant. Elle a pris son sac et son manteau en se dirigeant vers la porte. Papa a esquissé un geste pour dire quelque chose, mais maman l'a arrêté. Juste avant de sortir, Capucine s'est retournée, m'a regardé avec dédain et a achevé, « Bastien m'aurait offert la bague que tu n'as jamais pu m'acheter. » Elle a fermé la porte sans faire de bruit. Elle ne l'a pas claqué, n'a pas crié, elle est juste partie, laissant un vide qui résonnait plus fort que n'importe quelle dispute. Papa a posé une main sur mon épaule. Maman semblait prête à sortir pour la rattraper et se battre sur le perron. Lise était déjà en train de consulter les réseaux sociaux de Capucine, sûrement déterminée à découvrir tout ce qu'elle avait caché d'autre. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis resté assis dans mon appartement, entouré de toutes les affaires de Capucine, ressassant encore et encore chacune de ses paroles. Savoir qu'elle me trompait depuis des mois, au moins 6, peut-être plus, m'a plongé dans un état étrange, un mélange désagréable d'incrédulité et de rage contenue. Jusque-là, j'avais été noyé dans la tristesse, mais cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. J'ai arrêté de me lamenter et j'ai commencé à être vraiment furieux. Le lendemain matin, le 26 décembre, je me suis réveillé au milieu du même chaos, 3 ans à accumuler les biens de quelqu'un qui, en réalité, ne voulait plus partager sa vie avec moi. Je me suis levé, j'ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un message direct. Tu as jusqu'à midi pour récupérer tes affaires. Après ça, elles seront dans la rue. Elle n'a pas répondu. Quand l'horloge a sonné 12h30, j'en ai eu assez d'attendre. J'ai commencé à rassembler tous ses vêtements, chaussures, maquillage, bijoux, livres, chaque objet qu'elle avait laissé chez moi en 3 ans. Sans trop réfléchir, j'ai ouvert la fenêtre de mon 2e étage et j'ai tout jeté sur le parking. Des robes tombant dans des flaques glacées, des chaussures rebondissant sur l'asphalte, et même ce sac de créateur que je lui avais acheté pour son anniversaire a fini au fond d'une flaque d'eau sale et de neige fondue. Le temps était de mon côté, froid, humide, parfait pour ruiner les affaires des autres sans grand effort. Vers 14h, l'endroit ressemblait à la scène d'un vide-grenier absurdement cher et désordonné. J'ai pris une photo du désastre, je la lui ai envoyée et j'ai écrit « Tes affaires sont dehors. Tu as 1 heure avant que tout ne soit donné ou ramassé par le premier venu. » En moins de 5 minutes, mon téléphone a sonné. « Tu es fou? Tu ne peux pas jeter mes affaires comme ça. Je l'ai déjà fait. Ces choses valent beaucoup d'argent. Alors dépêche-toi. Il recommence à neiger. Bastien est avec moi. Il va te le faire regretter si tu ne rentres pas tout. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Qu'il essaie. Je suis là. Elle a raccroché sans un mot de plus. Une demi-heure plus tard, une Ford Focus assez délabrée est entrée dans le parking. Capuciné, j'ai tout de suite deviné, Bastien en sont sortis. Le type était exactement comme je l'imaginais, un mordu de la salle de sport, t-shirt moulant pour mettre en valeur des muscles qu'il exerçait probablement plus que son cerveau, et cette énergie de personne qui se filme en soulevant des poids pour publier des phrases inspirantes sur la discipline et l'effort. Capucine avait l'air d'une épave, cheveux en bataille, pas de maquillage, portant les mêmes vêtements que la veille et avec une expression de quelqu'un qui n'avait pas dormi. À peine sortie de la voiture, elle a couru vers ses affaires éparpillées dans la neige en poussant des cris dramatiques, comme si elle assistait à une tragédie. Bastien, en revanche, est venu droit sur moi, gonflant le torse comme s'il participait à un concours de pose. « T'as un problème, mon pote ? Je nettoie juste les ordures.
Son visage est devenu rouge. Tu traites Capucine d'ordure? Si la définition correspond. En parlant de définition, je crois qu'une de ses chaussures est dans cette flaque. Il s'est approché. Je n'ai pas bougé. Nous étions à environ 5 pas l'un de l'autre, assez près pour que je sente l'odeur exagérée de son parfum bon marché. Bastien, aide-moi juste avec les affaires, a crié Capucine, portant un tas de vêtements mouillés. Mais il était déjà dans son rôle de mâle alpha. Elle regardait, il devait l'impressionner. Non, ce type doit apprendre le respect. Sérieusement, tu vas avoir des problèmes si tu ne la fermes pas. Capucine a arrêté de ramasser, s'est tournée vers nous avec cette lueur malsaine dans les yeux de celle qui attend une bagarre. Fais-le, mon amour. Montre-lui. Et c'est là que Bastien a commis l'erreur. Il a tenté de me frapper. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Les hommes comme lui annoncent toujours leur intention à des kilomètres, ils tendent trop le bras, tournent le torse comme s'ils voulaient que tout le monde voie à quel point ils sont forts. Je n'ai eu qu'à m'écarter. Son poing est passé dans le vide et il s'est retrouvé complètement déséquilibré. Avant qu'il ne puisse retrouver sa posture, j'ai saisi son bras tendu et j'ai tiré dessus, profitant de son propre élan. Il a trébuché en avant, agitant les bras pour ne pas tomber. Je ne lui ai pas laissé le temps. J'ai avancé, j'ai enfoncé mon épaule dans sa poitrine et j'ai en même temps bloqué sa cheville. Le choc contre le bitume a été brutal et satisfaisant. Il a essayé de se relever avec cette fierté d'homme de salle de sport qui n'accepte pas la défaite. Il a à peine réussi à se mettre à 4 pattes que j'étais déjà sur lui. Je lui ai pris l'arrière de la tête et je lui ai écrasé le visage contre le sol. Je n'ai pas utilisé toute ma force, mais suffisamment. J'ai entendu son nez se casser, un son sec et désagréable. Le sang a commencé à jaillir immédiatement. Reste à terre, lui ai-je dit. Capucine a crié son nom. Je l'ai simplement observé d'en haut, respirant profondément. Il émettait des sons étouffés, les mains sur le visage, tandis que le sang filtrait entre ses doigts. Son nez était déjà en train de gonfler, tordu. Tu lui as cassé le nez, a-t-elle crié. Il s'est mal défendu. Ce n'est pas mon problème. Beaucoup de muscles, aucune technique. Tu es un monstre. Il m'a attaqué sur ma propriété. Ça s'appelle de la légitime défense, mais tu devrais l'emmener à l'hôpital. Ce nez est dans un sale état. Bastien a tenté de se relever une fois de plus, mais il manquait de coordination. Il est resté assis, titubant, saignant de manière incontrôlable. Capucine a essayé de le soulever, mais il était un poids mort. Elle a finalement réussi à le traîner jusqu'à la voiture. Il a laissé une traînée de gouttes rouges marquant le chemin. Elle l'a fait monter, a fait le tour de la voiture, a démarré et est parti en trombe du parking, laissant la plupart de ses affaires éparpillées dans la neige. Je suis simplement rentré, je me suis lavé les mains, j'ai préparé un café et j'ai mis le parrain. 3 heures plus tard, elle est revenue seule. Je l'ai vue de la fenêtre quand elle s'est garée. Elle est restée un moment debout, observant ses affaires trempées et ruinées. Puis elle a commencé à les ramasser en pleurant, faisant des allers-retours entre le parking et la voiture. Elle avait l'air épuisée, avec les mêmes vêtements, le maquillage coulé et les yeux gonflés. À son 3e voyage, elle a levé les yeux et m'a vu la regarder depuis la fenêtre. C'est là qu'elle a perdu son sang-froid. Elle a pris une robe mouillée et l'a jetée contre le mur de l'immeuble. Puis une chaussure. Puis un livre. Finalement, elle a levé un talon, l'a agité vers moi comme si elle voulait s'en servir d'arme et a commencé à crier quelque chose que je n'ai pas réussi à entendre à travers la vitre. J'ai appelé la police sans réfléchir. À ce moment-là, il n'y avait plus de place pour le doute ou les secondes interprétations, je voulais juste que quelqu'un mette de l'ordre avant que la situation ne dégénère davantage. La voix tendue, j'ai composé le 17 et, dès qu'ils ont répondu, j'ai débité les informations presque d'une traite. J'ai besoin d'agents à la résidence des Berges, rue du Chêne, ai-je expliqué, essayant de rester calme. Mon ex-petite amie est en train de détruire ses propres affaires sur le parking et de provoquer un trouble assez important. Pendant que je parlais, j'observais depuis ma fenêtre Capucine, toujours en proie à cette frénésie irrationnelle qui l'avait consumée depuis qu'elle avait découvert que notre relation était vraiment terminée. Au début, elle ne faisait que jeter les vêtements que j'avais moi-même laissés soigneusement empilés dehors, mais en quelques minutes, elle s'était mise à attraper n'importe quel objet à portée de main, des pierres décoratives du jardin, un morceau de bois dont je ne savais pas d'où il sortait, et même ce qui semblait être un couvercle de poubelle.
La scène était devenue surréaliste. Elle était hors d'elle, criant des choses incohérentes, agitant un talon comme si c'était un couteau et répétant le nom de Bastien entre des phrases sans queue ni tête. En moins de 5 minutes, une voiture de patrouille est apparue au fond du parking, sirènes éteintes mais gyrophares allumés. 2 agents sont descendus du véhicule. L'un a ajusté sa ceinture. L'autre a rapidement balayé la zone du regard. En les voyant, Capucine a tenté de se ressaisir, comme si elle se souvenait soudain que la présence policière exigeait une certaine attitude. Elle a rajusté ses vêtements, s'est essuyé le visage avec la main et a essayé de projeter une contenance qu'elle n'avait plus. « Madame, nous avons reçu un signalement pour trouble à l'ordre public », a dit l'un des policiers d'une voix ferme mais patiente. Immédiatement, Capucine a levé son talon en direction de ma fenêtre, bien qu'avec une si mauvaise visée qu'elle désignait un buisson complètement différent. « C'est lui », a-t-elle crié. Cet homme a jeté mes affaires depuis son appartement et a attaqué mon petit ami. C'est lui l'agresseur, vous devez l'arrêter. Les agents ont échangé un regard rapide. De ceux qui disent, sans avoir besoin de mots, il y a plus que ce qu'il n'y paraît ici. L'un d'eux a fait quelques pas en avant. Vous allez bien, madame, a-t-il demandé. Vous avez l'air bouleversée. Je vais bien, a-t-elle répondu aussitôt, trop vite. Je suis juste en colère parce que lui. Ces affaires sont à vous, l'a interrompu l'agent. Capucine a hoché la tête avec véhémence, comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Oui, c'est lui qui les a toutes jetées. Donc, vous faites un scandale pour vos propres affaires sur une propriété privée, a demandé le policier, adoptant un ton plus ferme. Si vous n'habitez plus ici, il a le droit de les retirer. Vous devez ramasser vos affaires et partir, ou nous devrons vous verbaliser pour trouble à l'ordre public. Capucine a commencé à trembler. Je n'ai pas su si c'était de la rage, de la frustration ou simplement un épuisement émotionnel qu'elle ne pouvait plus cacher. Ses yeux allaient des policiers à ma fenêtre comme si elle cherchait désespérément quelqu'un à blâmer. Tout ça, c'est de sa faute, a-t-elle crié de nouveau, me montrant du doigt avec ce talon comme si c'était une baguette accusatrice. C'est lui qui devrait être arrêté. Elle agitait maintenant les mains de manière incontrôlée, toujours avec le talon serré dans l'une d'elles, ce qui rendait la situation encore plus dangereuse. « Madame, calmez-vous et ramassez vos affaires », a insisté l'agent, essayant de garder son calme. « Je suis calme », a-t-elle hurlé, contredisant complètement son ton, sa posture et son comportement. L'un des policiers s'est approché d'un pas de plus, levant une main ouverte en signe qu'il ne voulait pas l'effrayer. « Madame », a-t-il dit avec patience, « nous avons besoin que vous posiez cette chaussure et que vous respiriez. Vous n'aidez pas votre situation. » Je n'ai pas besoin de me calmer, a-t-elle répondu. J'ai besoin que vous arrêtiez cet homme. Il est en train de ruiner ma vie. L'agent a tendu la main pour essayer de la calmer, mais juste à ce moment-là, Capucine a perdu la dernière trace de contrôle de soi qui lui restait. D'un mouvement brusque, elle l'a poussé des 2 mains, directement sur la poitrine. Tout s'est figé pendant un instant. La scène est restée suspendue dans un silence étrange, presque irréel, comme si personne ne pouvait croire ce qui venait de se passer. Le policier a reculé d'un pas, a regardé sa propre poitrine, puis son collègue, et enfin Capucine. « Madame », a-t-il dit d'une voix ferme, sans crier, « vous venez d'agresser un agent de la force publique. Retournez-vous et placez vos mains derrière votre dos. » Quoi ? Non, non. C'est lui qui m'a attrapé en premier. Je me défendais, a-t-elle répondu d'un ton qui sonnait plus comme du désespoir que de l'assurance. Retournez-vous immédiatement. C'était de la légitime défense, a-t-elle insisté, même si elle semblait se rendre compte qu'elle avait franchi un point de non-retour. 30 secondes plus tard, elle était menottée. Elle se débattait encore, criant que tout était un piège, que j'avais tout planifié, que rien de tout cela n'était juste. Ses paroles se perdaient entre sanglots et cris tandis qu'on la conduisait vers l'arrière de la voiture de patrouille. L'un des agents est monté à mon appartement pour prendre une déposition officielle. Je lui ai raconté chaque détail, de la scène de Noël à l'infidélité, la rupture et tout ce qui s'était passé sur le parking. Je lui ai montré des messages, des photos et toute preuve qui pouvait aider. Nous l'inculpons pour agression sur un agent de la force publique et trouble à l'ordre public, m'a-t-il informé. Et ses affaires ? Qu'est-ce que je fais de tout ça, ai-je demandé en regardant par la fenêtre le désastre sur le parking. Ça, c'est entre vous, a-t-il répondu. Mais si j'étais vous,
je retirerai tout avant demain pour éviter qu'elle ait une excuse pour revenir. Quand la patrouille est partie, avec Capucine criant encore de l'intérieur, j'ai appelé une entreprise de débarras. Je leur ai payé 200 € pour qu'ils ramassent tout ce qu'elle avait laissé traîner. Les voir charger ses sacs, ses boîtes et ses objets cassés loin de la résidence a été, honnêtement, une sensation de soulagement dont je ne savais pas à quel point j'avais besoin. C'était, sans aucun doute, le meilleur argent que j'ai dépensé depuis des années. Le lendemain matin, à peine réveillé, j'ai déposé une demande d'ordonnance de protection temporaire. J'ai inclus la scène de Noël, la confrontation sur le parking et son arrestation. Le juge l'a approuvé sans hésiter. Capucine avait l'interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres de moi, de mon appartement ou de mon travail. J'en avais besoin plus que je ne voulais l'admettre. Quand j'ai vérifié mon téléphone, j'avais 17 appels manqués de numéros inconnus, des messages vocaux de la mère de Capucine, de sa sœur et de plusieurs amis, toutes assurant que j'étais un monstre pour avoir ruiné sa vie, forcé son arrestation, jeté ses affaires, pour être un abuseur. Rien de nouveau. J'ai tout bloqué et je suis parti travailler. Arrivé au bureau, c'était comme entrer dans un autre univers. Là, pas de cris, pas de drame, pas de scène d'hystérie, juste des adultes occupés à leurs tâches. J'ai passé la matinée à examiner les plans d'un complexe de bureaux dans le centre, à vérifier des calculs et à m'assurer que tout était conforme aux normes. C'était presque thérapeutique. Pourtant, j'ai remarqué que mes collègues étaient étranges. Ils me regardaient comme s'ils savaient quelque chose qu'ils n'osaient pas dire, comme s'ils attendaient que j'aborde le sujet en premier et qu'il n'ait plus qu'à acquiescer. Pendant la pause déjeuner, Thibaut s'est approché de mon bureau. Il s'est assis sur le bord, a soupiré et a commenté « Mec, j'ai entendu ce qui s'est passé. Quelle situation compliquée. Il n'y a pas eu grand-chose de plus. » Les autres me donnaient des tapes maladroites sur l'épaule, comme s'ils ne savaient pas s'ils étaient solidaires ou s'ils se mêlaient de ceux qui ne les regardaient pas. Une femme de la comptabilité m'a laissé des biscuits faits maison et, en les mentionnant, elle s'est figée comme une statue, regrettant presque d'avoir parlé. Le même après-midi, j'ai reçu un courriel d'une adresse inconnue. En l'ouvrant, j'ai senti la rage monter le long de mon dos comme un frisson. C'était de Bastien ou de quelqu'un se faisant passer pour lui. Objet, il faut qu'on parle. Le message était un méli-mélo de menaces déguisées en victimisation. Il disait que je l'avais attaqué, qu'il allait ruiner ma vie, qu'il informerait mon entreprise que j'étais violente et instable, qu'il rendrait public tous mes actes dangereux. Je l'ai transféré à mon adresse personnelle pour le garder comme preuve et je l'ai bloqué. 2 heures plus tard, un autre courriel est arrivé, plus long, plus agressif, plus menaçant. Il parlait de trouver où je travaillais, de me diffamer sur les réseaux sociaux, de me le faire payer. Je l'ai également sauvegardé. Le lendemain matin, Bastien a décidé de mettre une partie de ses menaces à exécution. Il a trouvé l'adresse email publique de mon entreprise et a envoyé un message en pensant qu'il arriverait directement à mon patron, bien qu'en réalité il ait atterri dans la boîte de réception générale des ressources humaines. Le courriel était ridicule. Il assurait que j'étais dangereux, que je ne devais pas travailler avec des clients, que je l'avais attaqué sans provocation. Son erreur a été de l'envoyer depuis son adresse email professionnelle. Dans la signature, on voyait clairement où il travaillait, la salle de sport La Vue Fitness, où il était apparemment coach personnel. Cet après-midi-là, la directrice des ressources humaines m'a appelé dans son bureau. Elle a fermé la porte avec un sérieux qu'elle n'utilisait généralement pas avec moi. « Jérôme », a-t-elle dit en croisant les mains sur le bureau, « nous devons parler d'un courriel que nous avons reçu ce matin. » Son regard a clairement indiqué que ce qui allait suivre serait important. J'ai passé la matinée à travailler quand j'ai reçu un courriel étrange mentionnant mon nom. Ma chef m'a appelé dans son bureau presque immédiatement. « J'ai reçu un email assez particulier à votre sujet. Voulez-vous m'expliquer ce qui se passe ?» a-t-elle demandé calmement, bien que j'ai noté l'inquiétude dans sa voix. Je lui ai tout raconté depuis le début. La demande en mariage, l'humiliation publique, la bagarre sur le parking, l'arrestation de Capucine et tout ce qui s'était passé ensuite. Je lui ai montré les courriels que Bastien m'avait envoyés, le rapport de police de l'arrestation de Capucine et les documents relatifs à l'ordonnance de protection. Elle a écouté chaque détail sans m'interrompre, prenant des notes avec sérieux. « Alors, voyons si j'ai bien compris », a-t-elle dit finalement. « Cet homme est le petit ami de votre ex et il vous harcèle sur votre lieu de travail parce que vous vous êtes défendu alors que c'est lui qui vous a attaqué en premier. » « Exactement », ai-je répondu.
Et il a envoyé ses courriels depuis son adresse professionnelle dans une salle de sport. Oui. Elle est restée pensive quelques secondes. Je vais contacter son employeur. Ils doivent savoir qu'un de leurs employés utilise les ressources de l'entreprise pour harceler et menacer un membre de notre équipe. Mais j'ai besoin de votre autorisation pour partager certains détails de la situation. L'avez-vous? Bien sûr, ai-je répondu sans hésiter. Parfait. Donnez-moi quelques semaines pour gérer tout ça par les voies officielles, a-t-elle dit avant de clore la conversation. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle comptait faire, je l'ai simplement remerciée et je suis retourné à mes tâches. 3 semaines plus tard, j'ai remarqué que quelque chose avait changé. Les comptes de Bastien sur les réseaux sociaux étaient vides. Son Instagram avait disparu, son Facebook aussi. Son profil sur le site web de La Vue Fitness n'existait plus. Le même jour, vers midi, Thibaut s'est approché de mon bureau. « Et, tu as vu qu'ils ont viré ce coach qui te harcelait? »« Comment tu le sais ?» ai-je demandé, surpris. « Ma femme va à La Vue Fitness. » Apparemment, le propriétaire a reçu un email de notre département des ressources humaines, expliquant qu'un de ses employés utilisait les ressources de l'entreprise pour menacer quelqu'un. Ils ont vérifié ces emails et l'ont viré la semaine dernière. C'est ainsi que j'ai compris ce qui s'était passé. Notre directrice des RH avait pris la situation très au sérieux. Elle avait contacté directement le siège social de la chaîne de salles de sport, expliqué tout de manière précise, en utilisant des termes juridiques clairs, et leur avait détaillé comment leur employé représentait un risque de responsabilité pour la compagnie. Le siège a alors contacté le propriétaire de la franchise. Le propriétaire a vérifié les courriels de Bastien et, en quelques jours, il était au chômage. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli le refuser, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Bonjour, c'est Bastien », a dit une voix tremblante à l'autre bout du fil. Il sonnait différemment, brisé. « Nous n'avons rien à nous dire », ai-je répondu. « S'il te plaît, écoute juste une minute. » Contre mon instinct, je n'ai pas raccroché. Après que tu m'as cassé le nez, je suis retourné avec Capucine à mon appartement. Je pensais qu'elle serait inquiète parce que je ne pouvais pas bien respirer et que j'avais le visage si enflé qu'on aurait dit qu'un camion m'avait roulé dessus, a-t-il raconté, faisant une pause pour reprendre son souffle. Mais elle était furieuse. Contre moi, pas contre toi. J'ai gardé le silence. Elle a crié que je l'avais ridiculisé, qu'un vrai homme l'aurait défendu. Elle m'a traité de faible, de pathétique. Et puis, il s'est arrêté, elle m'a frappé. Elle m'a giflé parce que, selon elle, je l'avais fait passer pour une idiote devant toi. Je ne disais toujours rien. Je suis un lâche, je le sais. Je t'ai attaqué parce qu'elle voulait que je le fasse. Je t'ai envoyé ces courriels parce que je pensais que ça lui ferait plaisir. J'ai fait tout ce qu'elle a demandé sans même réfléchir. Et maintenant, je ne sais même plus ce que j'espérais obtenir, a-t-il admis d'une voix défaite. Pourquoi tu me dis ça, ai-je finalement demandé. Parce que je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Tu avais raison à son sujet. Elle n'en vaut pas la peine. Elle n'en a jamais valu la peine. J'ai perdu mon travail, mon appartement, je ne peux pas payer le loyer et j'ai aussi perdu tout le respect que j'avais pour moi-même, a-t-il dit presque dans un murmure. Il y a eu un long silence. Je voulais juste m'excuser. Tu ne méritais rien de ce que je t'ai fait. Tu n'as fait que défendre ta propriété et te défendre toi-même. C'est moi qui ai rendu les choses physiques. Et je l'accepte. Sans attendre de réponse, il a raccroché. Je suis resté assis, le téléphone à la main, me demandant quel genre de personne pouvait manipuler quelqu'un à ce point. 3 mois et demi se sont écoulés après cet appel. 3 mois et demi de paix absolue, sans drame, sans menace, sans chaos. J'ai retrouvé une routine normale, je travaillais, je passais du temps avec mes amis, je rendais visite à mes parents le week-end et j'ai commencé à aller plus régulièrement à la salle de sport. J'ai même repris des passe-temps que j'avais abandonnés quand j'étais avec Capucine. Mon appartement est redevenu le mien. J'ai enlevé toutes les photos de nous qui restaient et je les ai remplacées par des œuvres d'art qui me plaisaient vraiment. J'ai acheté de nouveaux meubles, pas ceux qu'elle avait insisté pour avoir, et j'ai même adopté un chien croisé d'un refuge, Biscotte, aux anges d'avoir simplement un foyer. Ma vie était tranquille, exactement ce dont j'avais besoin. Thibaut, toujours insistant,
a essayé plusieurs fois de me présenter une amie de l'église où allait sa femme. J'ai eu un rendez-vous avec elle. Elle était douce, gentille, mais j'ai été honnête avec elle. Je n'étais pas prêt pour une relation sérieuse. Elle a compris sans problème. Je suis aussi sorti quelques fois avec d'autres personnes, sans engagement, sans pression, simple, adulte, équilibré, très différent de ce que j'avais vécu avant. Pendant ce temps, ma sœur Lise continuait d'espionner les réseaux de Capucine. Elle a l'air misérable, m'a-t-elle dit lors d'un dîner de famille début avril. Elle a publié une phrase sur les trahisons et les problèmes de confiance. Bien, a opiné ma mère sans lever les yeux de son assiette. Elle l'a bien mérité. Mon père a secoué la tête. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle t'ait rejeté le soir de Noël. À mon époque, ça aurait été un motif de honte publique. À ton époque, les gens se mariaient à 20 ans et vivaient ensuite ensemble par pure obstination, ai-je répondu. Et regarde où ça nous a menés, a commenté ma mère avant de lancer un petit pain à mon père. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que, mi-avril, Capucine décide de réapparaître une dernière fois. À ce moment-là, je sortais de manière décontractée avec quelqu'un. Elle s'appelait Eléa. Elle était infirmière à l'hôpital du centre-ville et nos sorties étaient tranquilles, sans attentes absurdes. Je ne savais pas que Capucine était sur le point de croiser à nouveau mon chemin. Eléa avait toujours été une personne calme, mature et avec les pieds sur terre. Elle aimait vivre simplement. Elle payait ses propres factures, avait sa voiture, ne dépendait jamais de personne et n'a jamais insinué que je devais financer quoi que ce soit pour elle. Cette normalité, après ce que j'avais vécu avec Capucine, me semblait être une immense bouffée d'air frais. C'est pourquoi, ce samedi après-midi de mi-avril, alors que nous étions tous les deux dans mon appartement à regarder un film quelconque et que Biscotte dormait à mes pieds, le museau posé sur le sol, j'ai senti que j'avais enfin quelque chose qui ressemblait à la paix. Ce n'était pas un moment extraordinaire, mais un de ces petits instants qui vous font penser que vous commencez peut-être à guérir. Mais ce calme a été de courte durée. Des coups secs à la porte nous ont tirés du film. Au début, j'ai pensé que c'était un voisin demandant quelque chose ou peut-être un colis. Je me suis levé sans y prêter attention, mais dès que j'ai regardé par le Judas, mon estomac s'est noué. C'était elle, Capucine, debout dans mon couloir, tenant une assiette couverte de papier aluminium, comme si elle rendait visite à un vieil ami au lieu de se présenter chez quelqu'un qui avait une ordonnance de protection contre elle. J'ai ouvert la porte avec prudence et je l'ai alors bien observée. Capucine était différente, et pas dans le bon sens. Plus mince, avec un air épuisé, comme si les derniers mois l'avaient vidée. Elle ne portait pas de maquillage, chose impensable pour la version d'elle que j'avais connue. Ses cheveux étaient attachés sans soin et elle portait un jean usé et un t-shirt ordinaire. Rien de ces vêtements de créateur qu'elle défendait comme s'ils étaient son identité. Il y avait quelque chose d'éteint dans son regard, un mélange confus de vulnérabilité et de tension. « Salut », dit-elle à voix basse, à peine audible. « Capucine, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a soulevé un peu l'assiette. « Je voulais te parler. Je t'ai fait des biscuits, tes préférés avec un supplément de pépites de chocolat. Je me suis souvenu que tu les aimais comme ça. On peut parler 5 minutes ? Juste ça. » J'ai dû contenir ma frustration pour lui répondre. « Tu ne peux pas être ici. Il y a une ordonnance de protection. Tu le sais. » Oui, je sais, mais je voulais juste m'excuser, vraiment, pour tout. Sa voix a légèrement tremblé. « Je t'en supplie. Écoute-moi juste un instant. » À ce moment-là, Eléa s'est approchée derrière moi, ne comprenant pas exactement qui était de l'autre côté. « Il se passe quelque chose ?» a-t-elle demandé, inquiète. Capucine l'a regardée comme si cette simple vision avait allumé une mèche en elle. Tout son corps s'est immédiatement tendu. L'expression douce et mal à l'aise qu'elle avait affichée s'est transformée en quelque chose de complètement différent, quelque chose de dur. « Et elle, c'est qui, ça ?» a-t-elle craché d'un ton chargé de venin. « Capucine, ai-je répondu fermement, tu dois partir maintenant. »« Non, a-t-elle répété en secouant la tête comme pour rejeter la réalité. « Tu es déjà passé à autre chose, si vite ? En 3 mois ? Avec elle ? » J'ai sorti mon téléphone. Je n'avais aucune intention de tolérer ça plus longtemps. « Je vais appeler la police. »« Avec elle ?» a-t-elle désigné Eléa d'un geste agressif. « Tu es sérieux avec moi ? Avec cet inconnu ?
Après tout ce que nous avons vécu. Eléa a fait un pas en arrière, surprise par l'intensité. J'ai bougé mon corps pour bloquer l'entrée, anticipant que Capucine tenterait quelque chose. Dernier avertissement, lui ai-je dit. Tu pars où j'appelle le 17. Je suis venu m'excuser. Sa voix est montée jusqu'à presque se briser. J'ai passé toute la matinée à faire ces biscuits, à essayer de les rendre parfaits pour toi, et tu es avec une traînée que tu ne connais peut-être même pas. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. C'était la seule chose responsable à faire. Capucine l'a vu et son regard est devenu dangereux. N'ose pas. Sa voix a soudainement baissé. N'ose pas appeler. Tu violes l'ordonnance de protection. Elle a commencé à respirer rapidement, s'agitant. J'ai consacré 3 ans à cette relation. 3, a-t-elle crié, maintenant hors de contrôle. Et tu jettes tout par-dessus bord? Pour elle? Elle a essayé de regarder à l'intérieur de l'appartement, cherchant Eléa. Tu te crois si spécial, a-t-elle hurlé vers l'intérieur. Tu n'es qu'un pansement pour lui. Une distraction bon marché. Tu ne comptes pas pour lui, il t'utilise juste pour m'oublier. Capucine, ai-je tenté de parler, mais elle m'a interrompu brusquement. Cette bague pathétique était pour moi, a-t-elle crié en pleurant. Nous allions nous marier. Nous allions avoir une vie ensemble et tu vas la lui donner, à elle? D'un geste sec, elle a retiré le papier aluminium de l'assiette. Les biscuits étaient visiblement brûlés et durs. Elle en a pris un et l'a brandi comme une preuve. Tu ne veux pas de mes excuses ni de mes biscuits? Parfait. Elle l'a lancé avec force. Il est passé à quelques centimètres de ma tête et a heurté le mur avec un impact sourd qui a laissé une marque. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle en avait déjà un autre en main. Elle a commencé à les lancer sans contrôle. L'un a heurté le cadre de la porte, un autre est entré dans l'appartement et s'est écrasé sur le sol. On aurait dit des pierres. L'appel a abouti. Police nationale, j'écoute. Mon ex-petite amie viole une ordonnance de protection et lance des objets à l'intérieur de mon appartement. Capucine a lâché l'assiette. Les biscuits se sont répandus dans tout le couloir, mais elle ne les regardait plus. Ses yeux étaient rivés sur Eléa avec une haine intense. Toi, dit-elle d'un filet de voix chargé de fureur, tout ça, c'est de ta faute. Et elle s'était lancée en avant. Elle n'est pas venue vers moi, elle est allée droit sur Eléa, essayant de se faufiler sur le côté pour entrer dans l'appartement. Je l'ai saisie fermement par le bras et l'ai tirée en arrière. Elle a titubé et a failli tomber, mais a immédiatement retrouvé son équilibre, me poussant avec une force surprenante pour tenter d'entrer à nouveau. Lâche-le, a-t-elle crié à Eléa, hors d'elle. Il est à moi. Il a toujours été à moi. Eléa était déjà à l'autre bout du salon, les mains tremblantes. Biscotte aboyait et tournait en rond, incapable de comprendre ce qui se passait. Capucine me griffait les bras, essayant désespérément de passer. J'ai utilisé tout mon poids pour tenir la porte et la garder dehors. Elle poussait, criait, griffait, pleurait. C'était de l'adrénaline pure mélangée à du ressentiment. « Monsieur, vous êtes toujours en ligne ?» a demandé l'opératrice. « Oui » ai-je répondu, la retenant comme je pouvais. Elle essaie d'entrer et d'attaquer ma petite amie. Sérieusement, envoyez de l'aide rapidement. Les agents sont à 3 minutes. Restez en ligne. Capucine continuait de se débattre. Ses ongles m'ont fait plusieurs égratignures tandis qu'elle répétait des phrases incohérentes. Tu as tout gâché. Tout. Je pouvais arranger ça. Je pouvais faire en sorte que ça marche. Elle a ramassé un biscuit par terre et l'a lancé comme une pierre. Eléa s'est baissée juste à temps. Le biscuit a heurté la fenêtre du salon avec une telle force que j'ai cru qu'elle s'était brisée. Puis elle a pris d'autres biscuits par terre et a commencé à les lancer à l'intérieur de l'appartement sans viser. L'un a heurté la télévision, un autre le canapé, un autre la lampe. C'est alors que la sirène s'est enfin fait entendre. Capucine s'est arrêtée. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a regardé vers les escaliers, puis vers moi, et a secoué la tête en tremblant. Non, a-t-elle murmuré. Tu n'as pas vraiment appelé. Tu voulais juste me faire peur. Je voulais juste te parler. Je voulais juste que tu reviennes. À cet instant, 2 agents sont arrivés en haut des escaliers et l'ont éclairé avec leur lampe de poche.
À peine les agents avaient-ils traversé le couloir qu'ils ont immédiatement compris ce qui se passait. Capucine était plantée là, à l'entrée, entourée de biscuits émiettés partout, tandis que j'avais des marques de griffures visibles sur les bras et que mon appartement était jonché de débris. « Madame, éloignez-vous de la porte », a ordonné fermement l'un des agents. Capucine s'est retournée brusquement vers eux. « Il m'a attaqué », s'est-elle exclamée. « Je suis venu tranquillement. Je voulais juste parler et c'est lui qui m'a agressé. » L'agent m'a observé attentivement. Puis il a regardé mes bras marqués et ensuite Eléa, qui se tenait au fond de l'appartement, pâle de peur, tandis que Biscotte aboyait sans arrêt. « Monsieur, vous allez bien ? » « Oui. » Elle a violé une ordonnance de protection, a tenté d'entrer de force et a attaqué ma petite amie, ai-je répondu sans hésiter. « C'est un mensonge, » a crié Capucine. « Je suis venu m'excuser. » Je lui ai apporté des biscuits et il a perdu le contrôle. Le second agent s'est penché, a ramassé l'un des biscuits dans le couloir et l'a serré entre ses doigts. Il a échangé un regard avec son partenaire en haussant les sourcils. « Madame, qu'est-ce qu'il y a exactement là-dedans ? » « Des biscuits », a-t-elle répondu, indignée. L'agent l'a soupesé dans sa main comme on évalue une balle de baseball. « Ça ne ressemble pas à des biscuits. On pourrait s'en servir comme d'une arme. » Son partenaire avait du mal à retenir son rire. Elle a oublié la levure chimique. « Peut-être. »« Arrêtez de vous moquer de mes biscuits », a hurlé Capucine. « Je ne me moque pas », a répondu l'agent. « Je suis vraiment inquiet pour l'intégrité structurelle de cette chose. Mes enfants font de meilleurs biscuits avec la pâte toute prête du supermarché. » Puis il m'a regardé. « Monsieur, est-ce que l'un d'eux vous a touché ? » Plusieurs ont heurté les murs. Un a touché ma télévision. L'agent a pris l'un de ceux qui avaient rebondi sur le cadre de la porte. « Oui, je comprends pourquoi ça a laissé une marque. Ce n'est pas de la pâtisserie, ce sont des munitions. » Il s'est redressé. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour violation d'une ordonnance de protection, tentative d'agression et dégradation de biens. » Quoi ? Non, non, c'est absurde. Je voulais juste lui parler. L'agent a commencé à lui lire ses droits pendant qu'elle pleurait, mais ce n'étaient plus des pleurs dramatiques, c'étaient des pleurs désespérées, presque hystériques. Elle a tenté de s'écarter quand il a essayé de lui prendre le bras. « Ne me touchez pas. Je n'ai rien fait de mal. » « Mettez les mains dans le dos », a ordonné l'agent. « Ce n'est pas juste. C'est lui qui a tout gâché. » Ils ont dû la retourner et lui passer les menottes. Même ainsi, elle continuait de discuter, de pleurer et d'assurer que tout était un malentendu. Le second agent l'a escortée en bas des escaliers jusqu'à la voiture de patrouille. On a entendu ses cris jusqu'à ce qu'ils sortent de l'immeuble. Le premier agent est resté pour prendre nos dépositions. Je lui ai montré l'ordonnance de protection depuis mon téléphone et j'ai raconté étape par étape ce qui s'était passé. Eléa a également donné sa version, la voix tremblante mais claire. L'agent a pris des photos de tout, les biscuits écrasés, les marques sur les murs, les dommages sur la télévision, les griffures sur mes bras et la bosse sur le cadre de la porte causée par un biscuit particulièrement violent. Elle sera inculpée de plusieurs chefs d'accusation, a-t-il commenté. La violation d'une ordonnance de protection est quelque chose de sérieux, et la tentative d'agression et les dégradations aggravent la situation. Avec les blessures sur vous et la menace envers votre petite amie, le procureur demandera probablement une peine de prison. Cela dépendra de ses antécédents et si elle accepte un accord, mais je m'attendrai à au moins 30 à 60 jours, en plus d'un sursis avec mise à l'épreuve et d'un stage de gestion de la colère. Quand il est parti, Eléa et moi sommes restés à observer la scène. Des restes de biscuits partout sur le sol, des marques sur les murs. Biscotte, enfin calme, reniflait le désastre avec prudence. « Alors » a dit Eléa avec précaution, « c'était ton ex. » « Oui » ai-je répondu. Et elle a essayé de m'attaquer avec des armes artisanales déguisées en biscuits. Eléa a regardé les morceaux éparpillés, puis mes bras et le mur marqué. « C'est un peu trop pour un 6e rendez-vous. » « Tu as raison. Appelle-moi quand tu auras digéré tout ça et quand tu sauras sûr qu'elle va passer un bon moment en prison, a-t-elle ajouté avec un demi-sourire. Et pense à acheter une sonnette avec caméra. Elle m'a embrassé sur la joue avant de partir. Je suis resté seul avec Biscotte, qui a fini par conclure que les biscuits n'en valaient pas la peine. Ne mange pas ça, l'ai-je prévenu. Tu te casserais toutes les dents.
J'ai pris d'autres photos pour mes propres archives et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à Lise, puis à mon propriétaire pour l'informer des dégâts. Il est arrivé 1 heure plus tard. Il a observé les restes sur le sol, le coup sur le mur et la bosse sur le cadre. Il a pris un morceau de biscuit. Puis il a dit lentement, « C'est ton ex qui a fait ça ?» Oui, avec des biscuits. Il a essayé de casser le morceau entre ses doigts. Il n'a pas réussi. C'est quoi ce genre de biscuit? Elle a utilisé du ciment? Apparemment, elle n'a pas mis de levure chimique et a mis trop de farine. L'homme a éclaté de rire. En 30 ans de métier, j'ai tout vu. Mais jamais quelqu'un transformait des produits de boulangerie en armes. Il a examiné les dégâts. Tu devras couvrir les réparations. De la peinture et je dois vérifier ce cadre. Elle est poursuivie en justice, ai-je dit. Je m'occuperai de tout le nécessaire. Bien. Documente tout, photos, rapport de police, tout. Et la prochaine fois, n'ouvre pas la porte. Leçon retenue. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel du bureau du procureur, un de ceux qu'on n'attend pas mais dont on sait exactement de quoi il s'agit dès qu'on voit le numéro. En répondant, l'assistante juridique m'a informé d'un ton formel et presque routinier que Capucine avait décidé d'accepter un accord pour éviter un long procès. On m'a expliqué que l'accord incluait 45 jours à la maison d'arrêt, 1 an et demi de sursis avec mise à l'épreuve, des cours obligatoires de gestion des impulsions et le paiement intégral des dommages causés cet après-midi chaotique. On m'a détaillé le montant final, réparation du mur, du cadre de la porte, remplacement partiel de la télévision et mes frais médicaux pour les griffures. Le tout s'élevait à environ 1240 €. On m'a également confirmé que l'ordonnance de protection était renouvelée pour 5 années supplémentaires, cette fois sous des conditions plus strictes en raison de la récidive et du comportement violent. J'ai remercié pour l'appel, j'ai raccroché et j'ai ressenti pour la première fois depuis des mois une sorte de véritable conclusion. À partir de là, le silence a été absolu. Je n'ai plus reçu de messages anonymes, ni de courriels étranges, ni de tentatives de contact déguisées en coïncidence. C'était comme si Capucine s'était simplement volatilisée de ma vie, et sincèrement, je préférais que ce soit ainsi. Avec le temps, Eléa et moi avons renforcé notre relation. Elle a continué de démontrer exactement ce que je cherchais, l'indépendance, l'équilibre et un sens de la camaraderie qui rendait tout naturel et simple. Biscotte, qui au début ne faisait que la tolérer après avoir aboyé comme un fou cette nuit-là, a fini par l'adorer. Maintenant, il s'assoit à côté d'elle sur le canapé comme s'il l'avait choisi lui-même. Ma famille l'a accueilli à bras ouverts. Ils se sont rendus compte qu'Eléa était une personne stable, avec son propre monde et sans intérêt à transformer ma vie en un projet qu'elle devait soutenir par obligation. Nous partageons les responsabilités, les décisions et les moments, et tout cela a créé une sensation de tranquillité que je ne me souvenais pas d'avoir eue auparavant. Et quant à la bague, celle à 7500 € qui était destinée à quelqu'un qui n'a jamais rien apprécié, elle est toujours rangée dans un coffre-fort, intacte. Parfois, je l'ouvre juste pour m'assurer qu'elle est toujours là, me rappelant que les choses peuvent changer radicalement quand on commence à poser des limites. Je n'ai pas décidé de ce que j'en ferai. Peut-être qu'un jour je trouverai la bonne personne pour la porter, ou peut-être que je finirai par la vendre et clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Pour l'instant, elle reste simplement là où elle est, comme un rappel silencieux d'une histoire que je préférerais ne pas répéter. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.